Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Bonsoir et bienvenue à E égale RG2, votre émission de bande dessinée, de gogno et de mauvaise foi. C'est Tania Beaumont qui est à l'animation ce soir en remplacement de François Anger qui malheureusement a été pris dans un accident de doulise, me dit-on. Je suis accompagné donc ce soir de Guillaume Plante. Bonjour Guillaume. Bonsoir Tania. Alex Drouin. Aloha. Et Olivier Morissette qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Et Guillaume, je crois que tu as plus de détails sur l'absence de François Anger. On s'est claqué aux Doolies. C'est ça qui s'est passé. Hein? On va pas mâcher nos mots. On s'est claqué sévèrement aux Doolies. Le sujet de Watchmen a été soulevé, malheureusement. Et c'était intense parce qu'on a commencé aux Doolies de Charlebourg et on a fini aux Doolies sur Bastien. Ah, sur Bastien. Oui, il y a vraiment un chemin crédible qu'on peut faire. On l'a fait. C'était spectaculaire. Et François sera pas là. Fait que finalement, c'est un vrai choix paresseux, Watchmen, comme BD préféré de super-héros. Oui, mais la claque n'était pas paresseuse. Faut choisir ses combats, comme on dit. Et si vous ne comprenez pas de quoi on parle, on vous invite à nous écouter en balado-diffusion. Tout est disponible sur le site web Watchmen, qui date déjà de 2 semaines, oui, il me semble bien, lors de bandes dessinées de super-héros. Cette semaine, un nouveau style, parce que c'est le concept de l'émission. Pourquoi E égale RG2, hein? Parce qu'à la première année, on a parlé de Tintin, on a revisité l'œuvre en étant adulte et on vous garantit que c'est différent quand on le relit. L'an dernier, on a décidé de prendre le pire et le meilleur de chacune des grandes séries de bandes dessinées. Et cette année, on fait un combat des genres. Et cette semaine, on est dans la BD documentaire. Et si on arrive à trouver des genres semaine après semaine, c'est parce qu'on a de précieux commanditaires dans notre émission. Et cette semaine, nous sommes fiers de vous dire que E égale RG2 est une présentation de la Narratatouille. Depuis plus de 40 ans, la référence en voix off, narration, récit, diégèse et autres parlures venant de nulle part. Vos actions sont mal définies, votre vie a besoin d'un soutien vocal, nos narrateurs externes, internes et omniscients seront à tout coup clarifier votre quotidien flou. Faites votre épicerie tel un détective des années 20 grâce à notre forfait film noir. Laissez Morgan Freeman décrire la détresse que vous vivez dans la file d'attente du bureau de poste. Votre satisfaction est notre priorité, ajoute Tania d'un ton complice. Chez la Narratatouille, on veut pas le voir, on veut le savoir. Téléchargez notre tensiomètre narratif virtuel sur le App Store. Des frais d'installation peuvent s'appliquer, peut contenir des traces de Charles Tisser. Wow! Ça ne m'avait pas manqué. Wow! C'est fantastique. C'est fantastique. Merci à notre rédacteur publicitaire d'être au fait de nos nombreux commanditaires. Termine-t-il en riant? Alors, comment ça fonctionne? On a chacun notre bande dessinée documentaire et l'ordre est déterminé par le goniomètre. Mais avant, il faut placer ce que c'est. Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Ça mesure les gonios. Eh oui. Voilà, maintenant que tout est clair. Olivier, tu t'en rappelais? Oui, je m'en rappelais. Oui, ça va. Excellent. Donc, maintenant que tout est placé, la semaine dernière, on s'est laissé sur 2 bandes dessinées sacrifiées et après le choix du goniomètre, le peuple a parlé et ce sont les premiers aviateurs de Francis Desharnais et d'Alexandre Rousseau-Fontaine qui ont remporté. C'était mon choix, donc je suis très heureuse. Aïe aïe, devant Gottlieb. Devant Gottlieb. Aïe aïe. Ouais. J'ai mal. Moi, je pense que je vais être claqué comme François. Je suis très content pour Francis, mais je suis très fâché. Et j'ai gagné donc le choix d'animer cette semaine. OK. Cette émission. Non, mais le grand goniomètre a parlé pour cette semaine. Évidemment, chacun a fait son offrande hebdomadaire pour déterminer l'ordre de sélection et l'ordre de passage. Cette semaine, Alex, c'est toi qui s'est donné le plus. Oui, j'ai été le premier à être sélectionné par le grand goniomètre grâce à
à mon offrande, oui. Et cette semaine, ce que j'ai offert au grognomètre, en fait, c'est les coordonnées de localisation de Carniard. Parce qu'on sait, hein, mais où est donc Carniard? Ben, j'ai donné les coordonnées GPS au grognomètre pour le retrouver. Alors, visiblement, il a bien apprécié. Je pense qu'il fait des films à Montréal. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein. Et moi, ce que j'ai eu la chance de pouvoir choisir avec ça, c'est Pyongyang de Guy Delisle. Un choix. Olivier. Un choix. Je peux pas me lancer là-dedans. On va finir au Doolies. C'est ça. Moi, j'ai cru comprendre que le goniomètre était amateur d'art et de sucrerie. Fait que j'ai contacté Madame Madeleine Lampron, qui m'a fait une œuvre. C'était une réplique 1/2 de la fontaine de Tourny en sucre d'orge. Wow! Puis il faut admettre que ça a marché puisque je suis en 2e. Et puis grâce à ce choix, j'ai choisi la BD de Emmanuel Lepage qui s'appelle Un printemps à Tchernobyl. Ah, sucrerie, hein. Ben, c'est presque dans l'ordre. Moi, j'ai eu le 3e choix après avoir offert un forfait table d'hôte pour 2 personnes dans le prochain restaurant Inn qui va ouvrir sur la 3e avenue. C'est non valide les vendredis et samedis soirs et ça exclut la boisson. Et j'ai choisi avec tout ça, c'est en 2 tomes, Kaboul Disco de Nicolas Wilde. Clairement, le titre vient de l'atelier du jeu de mots, notre commanditaire de la semaine dernière. Oui, c'est sûr. On fournit de nombreux titreurs. Moi, j'ai décidé de me lancer dans un sacrifice plus humain. Alors, au goniomètre, cette semaine, j'ai donné 3 dents de François Anger que j'ai ramassées dans le parking du Doolies. Malheureusement, le goniomètre n'a pas apprécié. Je me retrouve 4e, mais ça m'a quand même permis de choisir un de mes livres préférés de l'univers, Le bestiaire des fruits de Zvian, qui est un documentaire. Oui. Alors, ça... effectivement, il y a une recherche journalistique dans Le bestiaire des fruits. Donc, 4 bandes dessinées qui vont s'affronter dans les prochaines minutes. Ça risque d'être une chaude lutte. Vous avez envie de faire des suggestions. On vous laisse le temps de la chanson. Vous allez sur notre Facebook, facebook.com/RGCKRL. Sur Twitter également, interagissez avec nous avec le hashtag MatraqueMolle. Tout simplement, il y a de la place en masse. On a le forfait pro. Donc, vous pouvez... vous lâchez lousse dans le hashtag MatraqueMolle. On veut savoir quel est votre BD documentaire préféré. Également, si vous voulez nous entendre en stéréo 2 fois en même temps, vous pouvez écouter les balados-diffusions sur iTunes, Google Play et également sur le site erg2.com. Voilà. Et savez-vous combien on a d'abonnés Google Play cette semaine? Essayez-vous quelque chose? Non, 0. 2. Toujours 0. Ben, je sais pas, parce que c'est pas moi qui gère le Google Play. C'est François. Alors, on va entendre Caracol avec Matahari à CKRL. Matahari dans le nom évoquait l'aube, dont la peau était sombre et la bouche était grande. Tomba la tête haute, tomba un matin sans honte, celle que les hommes pleurent, Matahari. L'allure respectable d'idole, à coupable, Matahari dans le nom évoquait l'aube, de 11 balles criblées. Matahari, à ceux qui auraient voulu la prendre, à ceux qui voulaient creuser la tombe, envoya un baiser sans honte, emporta ses secrets dans la fosse. À ceux qui auraient voulu la prendre, à ceux qui voulaient creuser la tombe, souriant avec mépris et effroi, emporta ses secrets dans la fosse. Matahari dont le nom évoquait l'aube, étendue dans la fosse, plaisait-elle encore aux hommes? Tomber la tête haute, tomber un matin sans honte, celle que les hommes pleurent, candide de fleurs. Celle que les hommes pleurent, Matahari. Matahari, à ceux qui auraient voulu la prendre, à ceux qui voulaient creuser la tombe, envoya un baiser sans honte, emporta ses secrets dans la fosse. À
Matahari de Caracol à CKRL 89.1 dans l'émission E égale RG2, un mélange de BD, de gogno et surtout de mauvaise foi. On vous a invité à nous donner votre bande dessinée documentaire préférée sur notre page Facebook. C'est encore le temps de le faire d'ailleurs tout au long de l'émission et même tout au long de la semaine. Vous pouvez même aller dans des statuts précédents et commenter. Oui. Vous pouvez le faire. Alex, t'es allé faire un tour sur la page Facebook. Qu'est-ce que ça dit? Oui, on vous demandait quelle était votre BD documentaire favorite. On a eu quelques réponses. Gilles Chaumel nous parle de La Lune est blanche des frères François et Emmanuel Lepage. Jérôme Vermette, lui, nous suggère Jour de destruction, jour de révolte de Chris Hedges et Joe Sacco. Geneviève Vaillancourt, elle nous parle de L'insurgé de Chester Brown et d'Une vie chinoise de Philippe Autier et Lynn Kounoumu. Simon Richard, lui, nous parle de Paying for It de Chester Brown. Et sinon, Moust, qui reste un Moust. Moust? Qui reste un Moust. Ben Dans oui. la BD documentaire. Oui. Moust, must. Must. Ah, ok, oui. Clairement pris à l'atelier du jeu de mots en spécial dans le bac à l'entrée. Dans le bin à 25 cents. Dans le bin à 25 cents. Il y a un certain F. Angers qui nous suggère la soupe aux schtroumpfs, mais je ne sais pas c'est qui. Probablement parce que la soupe, ça se mange mieux pas dedans. Wow. Wow, c'est un choix digne de quelqu'un qui s'est fait claquer solide. Probablement. Alors, merci pour les suggestions. On vous invite à continuer de le faire tout au long de l'émission. Exactement. Et on vous rappelle qu'on est sur Twitter, Matraquemol, #Matraquemol. Facebook, vous pouvez également l'utiliser. Instagram, sauf qu'on va pas le voir. Alors, on débute ce tour de table de présentation. C'est là qu'on va débattre et vendre notre bande dessinée. Alex, tu as choisi Guy Delisle. Oui, je brise la glace avec Pyongyang de Guy Delisle, qui est paru à l'Association au sein de la collection Ciboulette. Ça, c'est sorti en 2003 pour la première édition. Et Pyongyang, ben, c'est quand même assez d'actualité en ce moment. On le sait, on a eu un certain sommet il y a de cela quelques temps qui s'est passé là-bas. C'était intéressant, je trouvais, de retourner à l'époque, en fait, où Guy Delisle s'est rendu sur place en 2001. Alors, pendant 2 mois, ce qu'il a fait là-bas, notre ami Guy Delisle, eh bien, c'était de superviser une série d'animations, les dessins qui étaient faits là, parce que il y a beaucoup de studios d'animation en France qui envoyaient leurs animations se faire là-bas, en Corée du Nord. Alors, on n'est pas à Pyeongchang. On sait qu'il y avait eu une certaine confusion lors des derniers Olympiques. Pyeongchang en Corée du Sud, Pyongyang en Corée du Nord. Alors, c'est quasiment comme les stalagmites et les stalactites. Yang, ça monte. Chang, ça tombe. Alors, c'est en Sud, Nord. C'est comme ça que ça fonctionne. Le meilleur truc pour le retenir. Le meilleur truc pour le retenir. Alors, Guy Delisle se rend là-bas durant 2 mois pour superviser de l'animation. Il est dans un hôtel, dans une chambre seule, avec quelques autres occidentaux. Je peux dire ça comme ça, des Européens, il n'y a pas vraiment comment je dirais, de Nord-Américains qui sont là, à part lui, parce qu'il est originaire du Québec, Guy Delisle. Alors, il va superviser de l'animation là-bas pendant 2 mois et cette BD-là raconte en fait ce qu'il voit sur place. Alors, entre ces moments où il est avec son guide ou son interprète à visiter certains monuments à la gloire de Kim Il-sung et de Kim Jong-il là-bas, parce que là, ça, c'est avant l'époque du fils, qui est là en ce moment. On parle des premiers dirigeants de la Corée du Nord. Alors, ça raconte justement les aventures de Guy Delisle là-bas quand il est soit en train de travailler également avec les animateurs nord-coréens qui parlent pas nécessairement français ou anglais, essaie de se démêler à travers tout ça, gérer les délais pour la série d'animation qu'il y a à faire, les soirées où il y a un peu de temps libre, où il peut se promener dans certains endroits de la Corée du Nord où même les Nord-Coréens sont interdits, notamment le casino, certains restaurants, les clubs où il y a plusieurs organismes non gouvernementaux qui travaillent également. Donc c'est essentiellement ça en fait, c'est une espèce de photographie en fait de la Corée du Nord, de Pyongyang en 2001 avec Guy Delisle qui se promène au travers de tout ça, où lui-même relate qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui se passe, parle un peu de son métier, pourquoi les gens sont là-bas, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, justement, des Occidentaux qui ont le droit d'entrer en Corée du Nord, notamment dans cette ville-là. Il y en a qui travaillent pour des ONG, il y en a qui sont là pour justement travailler sur des séries d'animation comme il le fait. Et il y en a d'autres, des ouvriers qui viennent là apporter leur expertise, tout ça, des ingénieurs et tout. Donc, c'est vraiment Guy Delisle au travers de tout ça pendant 2 mois. J'ai vraiment pas d'autre chose à dire que ça, en fait. C'est sa vie qui est sur place. Il nous explique un peu les éléments de la culture là-bas. Il y a pas beaucoup de, comment je dirais, de mise en perspective, en fait, là-bas. C'est plus, voici ce que j'ai constaté,
Puis il y a pas de grandes opinions en fait là-dessus, autre que à la fin il est comme un peu tanné de l'omniprésence de Kim Il-sung et de Kim Jong-il dans sa vie, parce qu'il les voit partout. À un moment donné, il se regarde dans le miroir, puis il a même l'impression que c'est le visage d'un des anciens dictateurs qui est là à la place du sien, mais c'est juste une espèce de drôle de position entre le miroir puis le cadre qui est sur le mur en arrière de lui, qui donne l'impression de s'être transformé en dictateur communiste. Mais au-delà de ça, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a rencontré sur place, les autres personnes qui sont là, pourquoi ils ont le droit d'entrer. Un peu d'informations par rapport à ça. Surtout des dessins, justement, des infrastructures qui sont là-bas, des éléments qui s'y retrouvent à la gloire des anciens dirigeants qui occupent la Corée du Nord, en fait. Donc, c'est à peu près ça qui se passe dans cette BD-là. Pas de flafla, pas de fantaisie. C'est à la fois drôle, à la fois un peu triste à certains moments. Il y a un passage dans la BD où il y a le quiz avec 6 personnages où il faut trouver l'usurpateur qui veut renverser le régime. Puis ça revient à plusieurs reprises, ça, dans la BD. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y en a peut-être 3-4 dans la gang qui sont là pour... C'est pas des amis du régime des Kim. En Corée du Nord, ça m'a fait sourire un peu. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'on se rend compte de tout ce qui est arrivé là-bas, notamment lors de la guerre de Corée, des restes des soldats américains également. C'est un autre élément d'actualité. On en parle un peu dans cette BD-là, mais peu de perspectives. Selon ce que j'ai pu lire également sur les critiques en ligne, c'est ce qu'on reproche un peu à la BD, c'est de pas remettre tant que ça en perspective, même de pas porter de jugement nécessairement sur ce qui se passe là, mais je pense pas que c'est le but de l'exercice que Guy Delisle voulait faire avec tout ça. Mais moi, j'ai bien apprécié. Son dessin est très simple, mais évoque beaucoup, notamment tout ce qui sert à... Il n'y a pas vraiment de couleur, mais tout ce qui sert à remplir, en fait, les formes, tu sais, qui donnent de la texture. On voit bien les traits de crayon qui sont là dans les dessins, puis ça donne beaucoup de profondeur à tout ça. Fait que j'ai bien apprécié Guy Delisle, Pyongyang, vraiment. Je le recommande. Il est capable de donner beaucoup d'expression à un visage, même avec s'il y a juste un nez, 2 yeux, un sourcil. Tout à fait. Bravo, Guy Delisle. Bravo, Guy. Merci beaucoup, Alex. Olivier? Oui, moi j'ai été avec une BD d'Emmanuel Lepage qui s'appelle Un printemps à Tchernobyl. Emmanuel puis d'autres artistes ont été passés à peu près un mois à Tchernobyl, puis aussi là dans quelques villes aux alentours pour faire une genre de résidence là, d'artistes. Donc il y avait là des dessinateurs, mais aussi auteurs, musiciens, photographes qui ont passé du temps là pour après ça, produire des œuvres là, qui allaient servir à peut-être remettre un peu là, le spotlight là, sur Tchernobyl, mais aussi la réalité des gens qui vivent encore là, puis aussi pour amasser des fonds là, à différentes œuvres de charité là, qui concernent Tchernobyl. Donc, c'est le récit d'Emmanuel, puis d'un de ses collègues, qui sont très proches l'un de l'autre, puis qui sont aussi des dessinateurs là, tous les deux, qui vont aller à Tchernobyl pour aller visiter les lieux, s'imprégner, puis créer durant un mois. Fait qu'on commence là avec on brosse un portrait un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans la tragédie de Tchernobyl lorsque le réacteur a explosé, puis après ça, tout ce qui s'en est suivi là, de la panique en Europe là. Puis là, ben une fois qu'on est mis en contexte là, c'est le voyage d'Emmanuel là, qui se rend là, qui vont visiter la zone interdite là, à proximité du réacteur. Puis après ça, vont visiter des villes aux alentours, puis vont vivre là selon là des consignes assez strictes là au début là, puisque ben on sait que la nourriture qui est locale de là est souvent contaminée. Fait que c'est une BD qui est un peu sous la forme d'un carnet de voyage là quelquefois, puisque on a des illustrations qui sont travaillées, qui ont été faites plus tard, mais périodiquement là il y a des dessins qui sortent là, qui sont en fait des scans de ce que lui a vraiment produit là à Tchernobyl là, sur place là. Par exemple des portraits là, du réacteur là, mais aussi là, toutes sortes d'œuvres là, qui ont été faites. Puis ben il n'y a pas nécessairement non plus de forme là. Emmanuel, Lepage s'est quand même laissé aller là-dedans. Quelquefois là, c'est très travaillé, c'est des aquarelles assez complexes. Des fois, c'est des traits là, lorsqu'il a été, par exemple, des fois il se promène dans les foules, puis il regarde les gens. Donc là, on est plutôt dans les croquis, puis fait que c'est intéressant là-dessus parce que c'est une BD qui est très déroutante là, la vie des gens à proximité de Tchernobyl qui vivent dans la radiation tous les jours là, puis qui sont contaminés. Certains même ont une sorte de fascination pour la zone interdite, puis sont des gens qui vont percer la sécurité pour y aller. Donc puis là ben lui là il commence avec un voyage avec beaucoup d'appréhension, puis il se laisse peut-être charmer par ces gens-là, puis il découvre des choses
qu'il avait pas soupçonné. Il va là pour dépeindre une tragédie puis voir la mort, puis finalement ben c'est peut-être la vie qui le rattrape là, dans tout ça là. C'est les gens puis les rencontres qu'il fait. Fait que c'est un voyage super intéressant. C'est oppressant par moment, puisqu'on s'en doute que la vie à Tchernobyl, c'est pas toujours rose. Puis ben c'est quand même un risque là tous ces gens-là ont pris aussi là d'aller faire cette résidence d'artiste là. Mais ouais, c'est un voyage assez intéressant. Encore là, peut-être comme en analogie avec toi, dans un lieu où est-ce que ben on n'aura pas la chance ou est-ce que c'est une occasion peut-être là d'aller visiter. Donc c'est une vision sur quelque chose qui est un peu inaccessible, là, peut-être. Là. Le dessin d'Emmanuel Lepage, très réaliste aussi. Ouais. Ça a une portée encore plus grande sur la tragédie. C'est ça. Puis ouais. Ben, il y a beaucoup de médiums parce qu'il était blessé. Là. On l'apprend dans le livre, il était blessé au moment de faire ça. Là. Fait qu'au début, là, c'est beaucoup des fusains, c'est comme plus lâche là, ce qu'il fait. Puis plus ça va, plus... la couleur sort aussi, là. Mais ça, c'est une twist du livre, fait que je vous en parle pas trop. Puis à défaut de pas prendre de photos ou rien filmer, ils peuvent dessiner pour nous montrer un peu qu'est-ce qu'ils ont vu. Moi, c'est ça. Il y a une seule photo à la fin de l'album là, qui est quand même un peu saisissante. Là. Puis c'est lui, Emmanuel Lepage, avec son masque, puis des gants. Puis faut pas qu'il s'assied par terre parce que l'herbe est contaminée. Là. Fait que il est sur un petit banc, là, puis il dessine là, dans la forêt de Tchernobyl. Là, wow. Dans les micro-sieverts de radiation. Merci beaucoup, Olivier. Je vais rester dans le léger avec Kaboul Disco. Mais souvent le documentaire, c'est ce qu'on veut peut-être rapporter. C'est les moments plus difficiles. Et encore une fois, je n'aurai pas la chance de visiter Kaboul dans les prochains jours. C'est en 2 tomes, Nicolas Wilde qui résume sa vie là-bas. Le premier s'appelle Comment je ne me suis pas fait kidnapper en Afghanistan et le deuxième Comment je ne suis pas devenu opiomane en Afghanistan. Donc, beaucoup de détails sur, disons, 2 thématiques qui seront un peu la ligne directrice, mais c'est vraiment la vie de Nicolas Wilde qui se retrouve sans travail à Paris. C'est un dessinateur et il voit cette offre d'emploi. On cherche un dessinateur graphiste pour un contrat dans une agence à Kaboul. Et tiens, il décide de postuler et il a l'emploi. Et sa tâche principale et de faire en dessin, en bande dessinée, une représentation de la constitution afghane. Donc, en même temps qu'on voit sa vie, on a une espèce de résumé de la constitution afghane et de l'histoire du pays. C'est assez complexe. Je vous le donne en 1000, tout ça, mais c'est tout de même bien expliqué. Alors, on a des dessins. Et c'est vraiment sa vie en Afghanistan, pas toujours évidente parce qu'il est avec d'autres expatriés, disons-le comme ça, d'autres Français qui travaillent aussi sur le territoire. Il y a un seul restaurant français où ils ont, disons, le droit d'aller et c'est pas toujours évident parce qu'on est dans ce pays qui vient tout juste de sortir de la guerre et c'est sa vie au quotidien, un peu comme le fait Guy Delisle, avec beaucoup d'humour aussi parce que Nicolas Wilde a ce côté humoristique et on le suit tout simplement dans son travail autant dans le 1 que le 2 parce que après être entré en France la première fois, Nicolas jure de ne plus jamais retourner et finalement il y retourne. Donc on a un tome 2 mais je pense qu'il y a cette espèce d'amour-haine un peu ou oui, c'est un pays très difficile, la vie est dure, il y a pas nécessairement de bonnes conditions avec l'électricité, avec le chauffage. Il y a un moment aussi où la ville prend feu pratiquement, donc ça devient dangereux carrément pour sa vie. Mais je crois qu'il y a aussi ce côté là très excitant, donc qu'on met d'un côté et de l'autre dans Kaboul Disco. Et je me semble avoir entendu dire qu'il y en avait un 3e qui allait peut-être arriver éventuellement, donc pour poursuivre les aventures de Nicolas Wilde à Kaboul. Nicolas Wilde, W-I-L-D? Oui, comme Wild, mais... Est-ce que c'est Nicolas Wilde du Minnesota? Non. Wow, référence d'hockey. Ça fait longtemps que je l'ai plugué, ça. Bon, je l'avais pas compris, n'étant pas fan du Wild. Voilà, j'ai compris maintenant. Guillaume, là-dessus? Oui, suite à vos 3 excellentes BD portant sur des pays où le party règne, laissez-moi vous prendre par la main et vous apporter dans un petit coin du pays un petit peu plus léger.
avec le bestiaire des fruits d'une de mes auteurs de bande dessinée préférés, nul autre que Sviane, qui s'est fait connaître en 2006 avec Le Point B aux éditions Monet Éditeur et qui a roulé sa bosse et qui est très prolifique, qui a sorti notamment L'Hostie de chat avec Iris, Ping Pong, Pain de viande et plein. Les deuxièmes, oui, qui montrent toute sa polyvalence. Un livre très, très osé, disons-le, mais tout en sensibilité que j'adore et que je ne montrerai pas à mes enfants avant 30 ans. Mais le périple du bestiaire des fruits, je vais juste passer à mes notes, débute en 2001, alors qu'elle résidait à Ville-Saint-Laurent, un secteur très riche en cultures différentes. En faisant ses emplettes dans le supermarché du coin, elle découvre rien de moins qu'une pléthore de fruits exotiques qui lui sont complètement inconnus. Étant de nature très curieuse, elle va documenter ses expériences avec plein de nouveaux produits inconnus, faisant d'elle une samouraï des fruits. Et c'est ce que je veux devenir moi aussi. Je veux goûter mille affaires. On lit ce livre-là, on veut goûter n'importe quel fruit. Tout ce qui a de la pulpe va passer dans ma bouche. Elle a une démarche scientifique sans faille qui lui permet de noter chaque fruit avec une échelle très précise selon 4 critères. Le goût, est-ce que c'est mangeable ou non? L'aspect, est-ce que le fruit a titulaire de la chienne à Jacques? La propreté, est-ce que les doigts restent collés ou est-ce que ça génère des déchets? Et finalement, la commodité, ça prend-tu un marteau-piqueur pour manger cette affaire-là? Et dans le bestiaire des fruits, le lecteur va apprendre tout sur le litchi, le ramboutan, le mangoustan, le tamarillo, le kaki, le tamarin, le kumquat, la figue de Barbarie, la nèfle, la noix de coco, la grenadille, la pitaya, le kiwano, la pomme cannelle et le durian. C'est vraiment très drôle comme livre, mais on apprend vraiment de quoi sur ces aliments-là. Et Sviane est juste tout à fait géniale. Son trait est très simpliste si on veut, mais elle met du grandiose dans des situations qui seraient absolument anodines autrement. Elle joue de la perspective. C'est très spectaculaire pour un petit livre qui semble être griffonné au stylo en noir et blanc. Je recommande tout à fait. Si je peux ajouter, on regarde la section des fruits d'un autre œil après avoir lu Le bestiaire des fruits. Tout à fait. Moi, je sors d'ici, je checkais au IGA s'ils ont une bonne pitaya. J'ai juste le goût de manger ça. Un fruit magnifique et succulent. Oui. Voilà, donc ça fait le tour de nos bandes dessinées documentaires. Et c'est très, très, très différent. Va falloir passer au vote éventuellement, hein, parce qu'il y a une autre partie. On va répondre au grand questionnaire du goniomètre. Mais avant tout, moi j'en profite pour vous glisser un mot sur la campagne d'adhésion de CKRL. On vous invite à être membre de cette belle radio qui permet de faire des émissions de radio qui met en scène un goniomètre. Je pense que c'est unique en son genre. Et pourquoi on peut? C'est parce qu'il y a des membres qui donnent et qui adhèrent et qui ont leur carte de membre depuis plusieurs années ou peut-être pour une première fois. Et cette campagne d'adhésion, elle va jusqu'au vendredi 31 août et on vous invite d'ailleurs à être de 5 à 7 de lancement à cette occasion. Donc de nombreuses raisons de soutenir CKRL parce que c'est la plus ancienne radio communautaire francophone au monde depuis 1973, parce qu'il y a aussi des rabais chez différents commerçants partenaires de la région, mais surtout parce que vous aimez soutenir la relève artistique et tout ce qui est un peu champ gauche dont on ne parle pas dans d'autres médias, comme la bande dessinée et les goniomètres, par exemple. Donc, vous avez tous les détails sur le site internet ckrl.qc.ca. Vous allez faire un tour. Il y a plusieurs manières d'adhérer et de devenir membre. Vous pouvez passer voir aussi l'équipe sur les heures de bureau ici directement au 405 3e Avenue. Alors, pendant que vous faites le tout directement sur internet, on s'arrête le temps d'une pause. Au retour, la musique de Chroméo et ensuite le grand débat autour de la bande dessinée documentaire. I must have been there. Ooh, hey, yeah. One hit of you, I went through the roof. Your love so strong, that's 100 proof. Too much of you, I ain't driving home. No, I ain't spending the night alone. All this time got me stressing. Tell me why you keep me guessing. I wish I'd have learned my lesson, but I wanted you. Yeah, I wanted you. I must have been high when I
Out of my mind when I decided to love you. Now I'm just trying to forget you. I must have been high when I met you. Out of my mind when I decided to love you. I must have been drunk off your words, twisted off your kisses. I know I must have been. 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 Could be Mary, could be Molly, could be you. Y'all girls got me in a trance, hypnotizing, can't wake up, fantasizing. Could be Christina or Lucy, can't believe this how y'all do me. You only call me to use me and abuse me. Always hiding up these dressing. Tell me why you keep me guessing. I wish I'd learned my lesson, but I wanted you. Yeah, I wanted you. I must have been high when I met you. Out of my mind when I decided to love you. Now I'm just trying to forget you. I must have been high when I met you. Out of my mind when I decided to love you. I must have been drunk off your words, twisted off your kisses. I know I must have been. I must have been. I'm coming down like a flight of stairs. I guess I'm finally seeing clear. I know I promised I wouldn't call. I guess I'm just going through withdrawal. I must have been high when I met you. Out of my mind when I decided to love you. I must have been drunk off your words, twisted off your kisses. I know I must have been. I must have been. C'était Chromeo avec Must Have Been à CKRL 89.1 dans l'émission E égale RG2 et cette semaine c'est la BD documentaire dont on parle et on vous a invité à aller faire un tour sur la page Facebook pour peut-être même commenter d'anciennes publications. On vous demandait cette semaine quelle est votre bande dessinée documentaire favorite, mais on vous demandait aussi peut-être de revenir sur les anciennes. Ben oui, et quelle ne fut pas notre surprise Oui. de voir ça fait déjà 3 semaines là, et plus, là, ou à peu près, qu'on avait parlé de BD western, puis on avait eu des suggestions d'un nouveau fan, Jérôme Dace, j'espère que je prononce bien le nom de famille, qui nous avait parlé d'Undertaker, dont on avait François Anger, je crois, avait ce choix-là. Oui. Lors de l'épisode. Il nous parlait également de Skyhawk et de Sixth Gun. Alors on a eu quand même des suggestions qu'on n'avait pas eues lors de l'émission, donc ça me donne le goût, si jamais on en refait une autre sur le western, on pourra peut-être utiliser ces suggestions. On pourra peut-être. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour. On vous rappelle la page Facebook, facebook.com, évidemment, / RGCKRL. Et toujours, moi, je l'ai à cœur, hein, le hashtag matraquemolle. Oui. Je l'aime Oui. beaucoup. Et je le trouve délaissé. Alors, si vous êtes à l'écoute, vous avez un compte Twitter, dépoussiérez-le et allez nous faire un petit coucou là sur hashtag matraquemolle. Oui. Ça peut être sur le sujet du jour, la BD documentaire, mais un autre sujet aussi. Ou un autre sujet comme moi qui cite Guillaume qui dit « Tout ce qui a des pulpes va passer dans ma bouche ». Fin de la citation. Et c'est vrai. Puis moi, Tania, je voudrais dire, je réponds souvent à la question. Beaucoup de gens me demandent, est-ce que c'est un hashtag seulement en texte? Je dis non, vous pouvez mettre aussi des photos là, sur le hashtag. Là. C'est ce genre de hashtag là. Oh ouais, c'est multi-usage. On peut mettre des sons, on peut mettre des saveurs aussi. Si Ouais. vous avez un navigateur qui est en Goutorama,
Tout est possible avec un bon hashtag. Tout ça fait. Ben, en lien avec ta bande dessinée, Guillaume, je pense que ça peut être pertinent de demander le fruit favori de quelqu'un. Tu sais, Tout à fait. hashtag- Je veux savoir vos fruits préférés. Alors voilà, 2 questions. Je sais Deux questions. on vous en demande beaucoup Hey. cette semaine, mais on est comme ça de plus en plus. On devient exigeant et on devient aussi de plus en plus exigeant. Le goniomètre devient de plus en plus exigeant. Donc, pour ce qui est du grand quiz, il faudra de bonnes réponses pertinentes plus que jamais pour être sélectionné pour les 2 sacrifiés qui iront au vote populaire. Alors, première question de notre grand quiz. Y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne? Eh ben, pour continuer dans l'ordre du goniomètre d'offrande, eh bien, moi, je vais commencer en disant que, ben, il n'y a pas d'allégorie de la caverne à proprement parler, mais on s'entend que la Corée du Nord pourrait être en elle-même l'allégorie de la caverne où on garde les ignorants à l'intérieur et, ben, ignorants. Façon de parler, où on garde les gens dans une certaine vérité et dès qu'ils sortent, se rendent compte que tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était peut-être pas nécessairement la réalité réelle du réalisme complet de la Terre. Je sais pas si vous suivez ma métaphore, Oui. mais en tout cas, c'est ce que je veux dire par rapport à l'allégorie de la caverne. Moi, on sait que Platon n'était pas un fan du nucléaire. Et son allégorie non plus. Alors, les 2 n'ont jamais mis les pieds à Tchernobyl. Donc, il n'y a pas trace qui vaille. Et il y a des cavernes. On les sent. Elles sont dessinées au loin dans l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a des allégories à l'intérieur? Je le sais pas. Je suis pas, malheureusement, c'est pas assez zoomé pour voir s'il y a des allégories. Parce qu'on sait que les allégories poussent dans des cavernes. En tout cas, moi, Ouais. c'est comme ça que je réponds à la question depuis le début. Oui, c'est ça. OK, merci. Une caverne est un trou dans l'écorce terrestre. La Terre a un noyau. Qu'est-ce qu'une écorce et un noyau? Un fruit. Voilà. Ah, c'est QFD. hein. C'est clair, c'est clair. Drop the mic, boom. I rest my case. Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Y a-t-il une citation de Proust? Non, il n'y a pas de citation de Marcel Proust dans la BD de Pyongyang, probablement parce qu'ils n'ont pas le droit de citer Marcel Proust en Corée du Nord. Ils n'ont pas le droit de l'apporter, en tout cas. Ben, je sais que Guy Delisle nous dit qu'il a le droit d'apporter un seul livre, mais lui, il a choisi d'apporter 1984, tu sais, pour la belle métaphore dans son moyen. Ben moi, on sait que Marcel Proust n'était pas un fan du nucléaire. Donc, il n'y a pas non plus. Puis en fait, là, il y a une interdiction de citer Proust là, à moins Aussi. de 50 km d'une centrale nucléaire. Donc, Je n'ai pas retrouvé textuellement de citation de Proust, mais il est question d'opium. Et je pense que quand on atteint la zone, tu sais, quand tu prends de l'opium, vous savez, là, tu prends de l'opium, quand tu prends de l'opium, et là, tu atteins la zone, et à ce moment-là, tu cites Proust comme de l'eau. ah oui. Voilà. Donc, ce serait le lien. Je suis pas sûr qu'il y ait une citation de Proust dans le bestiaire des fruits. Je pense que du côté de chez Swan, il y a un personnage qui dit « À moi la puissance et les chicks » qu'on retrouve dans le bestiaire des fruits, mais je suis pas sûr. Pas sûr à 100%. Ouais. Mais c'est juste une bonne citation qui me fait rire. La première scène de meurtre, première scène de sexe, et Ben, où les deux? Ben, en fait, dans Pyongyang, il n'y a pas de violence à proprement parler. Là. C'est beaucoup d'éléments sous-entendus quand on parle de la guerre de Corée ou encore ben, des camps de travail et tout ça, mais on n'en voit pas explicitement. La seule affaire, c'est qu'on voit un squelette, justement, de restes de soldats américains à un moment donné. Mais la scène de sexe la plus intéressante et la plus éducative, disons-le, c'est à la page 73 où on parle de la conception de Kim Il-sung, en fait, le premier chef dirigeant de la Corée du Nord, ou qui est le père de la nation, en fait. Et c'est à ce moment-là que débute le calendrier nord-coréen, en fait. C'est au moment de la conception de Kim Il-sung. Donc, eux, ils ont commencé à compter leurs années à partir de ce moment-là. Donc, une scène de sexualité éducative qui gère le calendrier d'une nation complète. Du jamais vu. Olivier? Ben moi, Emmanuel a passé un gros mois à Tchernobyl, mais côté cœur, ça a été bien tranquille. Donc, il y a non pas de scène de sexe dans Un printemps à Tchernobyl. Et puis, ben pour la scène de meurtre à proprement dit, ben là, mettons de côté là, le contexte là, mais il y a pas non plus de scène de meurtre. Quoique Emmanuel échappe un crayon par terre dans la pelouse et le laisse là à tout jamais de peur de ramener beaucoup de radiation dans ses bagages.
Dans les deux tomes, disons que le meurtre, c'est avant. Il y en a vraiment beaucoup avant, pendant la guerre en Afghanistan. Donc, il y en a beaucoup avant. Voilà. Et il n'y a pas de sexe. C'est juste triste, ma réponse. Ah. Ben, avant de relire le bestiaire des fruits, j'allais faire la joke que le livre est rempli de fruits qui se font éplucher, qui se font enlever l'écorce, donc le livre en entier est d'une indécence sans nom. Mais, à ma grande surprise, la dernière case de la page 106 montre un drame sur le plateau d'un film porno avec en arrière-plan un homme inconscient qui souffre d'un tout nu assumé et son état turgescent pourrait le rendre un très bon cadran solaire, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il pointe vers midi. Et pour le premier meurtre, j'allais également faire une autre joke qui disait que les fruits sont des êtres vivants. Donc, le livre est un véritable charnier parce qu'ils se font dévorer tout le temps. Mais finalement, encore une fois, à ma grande surprise, à la conclusion du livre, il y a des personnages qui tombent comme des mouches, mais en plus, on voit clairement un durian écraser une nifle de sang-froid. Ouais. Alors, on a tout dans ce livre-là. Comme quoi, le meurtre et le sexe se cachent quelquefois là où on ne les attend pas. Dans les fruits. Le nom de ces deux fruits-là pourrait être des races dans un livre de Tolkien, puis je poserais même pas de questions. Ouais, le durian, c'est fascinant. Tu sais, c'est comme une espèce de grosse citrouille piquante Oui, qui pue. c'est ça. Ah, c'est lui le fruit qui pue. Hein. C'est le fruit qui pue. Ah, le fameux fruit qui pue. Pour comprendre, il faut lire le bestiaire des fruits ou en avoir laissé un dans sa boîte à lunch et le manger juste après un pâté au saumon au bureau. Ce serait une très grosse boîte à lunch. Sinon, prochaine question. Est-ce que ce serait meilleur en noir et blanc et ou en couleur si ce n'est pas le cas de votre bande dessinée? Pyongyang est déjà en noir et blanc. Là. Pour ce que j'ai lu de Guy Delisle, ça m'apparaît pas être un grand fan de la couleurisation, pour me passer le beauceronisme. Mais je me dis que ça aurait pu être intéressant de l'avoir en couleur, parce que semble-t-il que la Corée du Nord est un pays assez coloré dans ses structures et ses ambiances et ses hommages aux grands dirigeants premiers. Donc, je dirais oui pour ça, mais dans le cadre de la BD actuelle de Pyongyang, ça passe bien. Ben moi, pas du tout. Pas du tout. J'ai vendu un peu la mèche tout à l'heure. Là. La couleur est très importante dans la BD et il y a du noir et blanc et de la couleur. Donc là, si on interversait les deux, ça serait pas... Ben en fait, non, parce que la twist, c'est que c'est sombre et terne au début, puis plus Emmanuel se laisse charmer par Tchernobyl et par ses habitants, mais plus la couleur revient avec ses idées aussi qui sont de plus en plus joyeuse. Donc, ça scaperait un bon pan du livre. Ça serait moins porteur. Ouais, d'aller jouer là-dedans. Donc, laissez ça de même, de grâce. Ne le changez pas. Pour ce qui est de Kaboul Disco, c'est bien, c'est en noir et blanc aussi. Clairement, le noir et blanc est populaire. Mais il y a des petits bouts que moi j'aimerais ça voir en couleur, juste par curiosité. Alors, entre autres, il y a des intérieurs de maisons à Kaboul, puis il y a des tapis, beaucoup, puis il y a des motifs dans les tapis. On dirait que, je sais pas, je me fais une image des couleurs, un peu années 70 ou tapis turc ou peu importe, mais on dirait que j'aimerais ça, les voir, les tapis en couleur. Mais si Nicolas Ville devait colorer juste les tapis, ça ferait vraiment bizarre. Probablement que tout le monde se poserait juste la question et on perdrait le fil du propos. Donc, je vais laisser ça en noir et blanc. Mais j'aimerais ça savoir les couleurs du tapis. En ce qui concerne le bestiaire des fruits, le livre est en noir et blanc. Et c'est une des rares fois que je dirais que oui, le mettre en couleur, ça pourrait peut-être donner un punch supplémentaire, parce que quand on décrit la couleur de la grenadille, disons, puis que c'est en noir et blanc, ça laisse peut-être un petit peu trop de place à l'imagination. Fait que le livre est déjà à sa 3e édition. Il y a une édition qui a été un peu redessinée et augmentée. On pourrait peut-être avoir une 4e édition en couleur dans un futur éloigné. Ce serait grand chouette. Genre à l'aquarelle, là. C'est à la mode à cette heure, colorer à l'aquarelle. Après les couleurs, est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Pas vraiment. Dans cette BD, il y a une de ses collègues qui l'arrête pas de le gosser quand il est en train de travailler, puis qui chante les chansons à la gloire de Kim Il-sung quand il essaie de travailler sur la série d'animation, notre pauvre ami Guy Delisle. Sinon, il y a quelques gardes de l'armée nord-coréenne qui sont des femmes, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il est tellement habitué de voir des femmes en uniforme qu'il en oublie c'est quoi une femme avec des formes. Dixit, la citation, puis dans une des soirées, il fait « Ah oui, j'avais oublié de quoi ça avait l'air, mais outre mesure,
elles ne prennent pas le premier plan. Sauf dans une grande page où plusieurs enfants jouent de l'accordéon. Ça, c'est troublant. Avec des grands sourires. Avec des En grands sourires un souriant. peu forcés. C'est très troublant. Ben moi du côté de Un printemps à Tchernobyl, il y a quand même beaucoup de femmes. Je dirais que l'équipe là des qui vont faire la résidence à Tchernobyl, c'est à peu près la parité. Donc il y a autant de femmes que d'hommes. Puis de façon intéressante, les gars et les filles, les artistes sont accompagnés par une traductrice qui traduit pour eux avec les villageois. Et puis là, le jour est-ce qu'elle part, ben là il y a un grand vide qui se crée chez nos amis les artistes. Donc les femmes, oui, ont quand même des rôles intéressants dans cette BD. Dans Kaboul Disco, c'est majoritairement masculin. Nicolas Wilde se mettant en scène, c'est un homme là quand même. Je peux pas y en vouloir d'avoir choisi. C'est dur de lui-même. faire autrement. C'est ça. C'est lui et ses collègues de travail. L'entreprise où il travaille, c'est majoritairement des hommes. Évidemment, quand on va du côté afghan, c'est beaucoup des hommes aussi qui sont là. On voit des soldats par exemple. Mais il y a quand même quelques collègues là. Il travaille avec plusieurs femmes aussi dans son agence. Donc on les retrouve à ce moment-là. Il y a quelques personnages là, qui ont quand même leurs petites histoires, mais c'est un petit peu plus masculin que féminin. C'est Zviane qui narre le bestiaire des fruits, donc on la voit dans à peu près toutes les pages, au moins 95% du livre, on voit Zviane, et qui a la particularité pour l'observateur que c'est une femme. Alors, on manque pas de girl power dans ce livre-là. Mais Guillaume, pour ce qui est du sexe des fruits, là, pitaya, c'est masculin ou féminin? C'est une pitaya. Voilà. En plus. Donc, on ajoute le facteur pitaya. Prochaine question. Avec qui... est-ce qu'il y a un personnage avec qui on irait prendre une bière? Oui, clairement. Moi, je pense que j'aimerais bien aller prendre une bière avec Sin, qui se trouve à être le traducteur qui suit Guy Delisle pendant toute son aventure. Il a l'air tellement straight, plate et obnubilé par son pays. Je serais curieux d'avoir un drink avec lui pour le dérider un peu et apprendre à le connaître un peu plus. Parce que je vois pas l'intérêt d'y aller avec Guy Delisle. C'est un Nord-Américain, mais avec un Nord-Coréen, ce serait peut-être un peu plus intéressant. Moi, il y a un personnage intéressant dans la BD qui s'appelle Vassia. Puis Vassia était ce qu'on appelle un liquidateur. Donc, c'est les hommes qui ont participé à éteindre le feu dans la centrale puis à construire le sarcophage là, autour du réacteur. Là. Donc, eux, ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe. Donc, c'est un personnage relativement austère, mais qui a quand même l'air d'avoir un bon cœur. Là. Donc, j'imagine que cet homme qui a vieilli prématurément a des belles choses à dire. Moi, je serais très peu original et j'irais prendre une bière avec Nicolas Wilde, probablement parce que j'en ai déjà pris plusieurs. Donc, j'en prendrais d'autres. Excuse-moi, Tania, t'as échappé un nom par terre. Oups! Désolé, voilà, j'échappe comme ça. Des choses. Pour revenir à ta question précédente, Tania, ta question m'a intrigué. J'ai fait le décompte du genre des fruits. Il y a 6 fruits féminins pour 9 masculins. Alors, le livre, on n'a pas encore atteint la parité dans le milieu fruitier, mais on s'en vient. On lâche pas les fruites, on va l'avoir. Yes. Pour ce qui est de la question avec qui j'irais prendre une bière, j'irais certainement prendre une bière avec Zviane. D'ailleurs, quand je suis allé faire dédicacer, je pense que c'était le bestiaire des fruits, justement, au Salon du Livre, avec ma conjointe. On lui a dit qu'on voulait donc bien être son ami. Elle nous a trouvé peut-être bizarre. Mais si attachant. Ben oui. C'est une bonne finale. Prochaine question. Est-ce qu'on trouve un parallèle avec notre propre vie dans votre bande dessinée? Pas du tout. En fait, je ne suis jamais allé, premièrement, en Corée du Nord. Je n'ai jamais travaillé dans le domaine de l'animation. Je ne m'appelle pas Guy Delisle. Déjà là, ça règle le problème. Puis je ne suis pas un grand aventurier comme lui à raconter mes histoires de voyage. Moi-même, j'oublie souvent les détails intéressants et croustillants quand je raconte mes récits de voyage. Alors, je ne serais pas très bien placé pour enlever du lustre à Guy Delisle, qui le fait très bien dans sa BD. Est-ce que tu as été conçu le 1er janvier? Non. Ah. Ben là, moi, très peu. Là, je ne voyage pas beaucoup. Je n'affectionne pas particulièrement les radiations. Je me tiens loin de mon micro-ondes. Donc, j'imagine une terre radionucléée. Je laisse tomber. Mais je griffonne à l'occasion. Donc, c'est peut-être mon seul lien avec Emmanuel dans tout ça.
Moi non plus, je fais aucun parallèle avec ma vie parce que contrairement à Nicolas Wilde, ben je postulerais juste pas sur un emploi dans un milieu de guerre. Point final, même pas à reculons, même pas en blague, j'irais juste pas. Je pourrais postuler sur un travail dans un autre pays, mais c'est le plus proche là que je pourrais faire le parallèle. Eh bien, moi, comme les fruits du bestiaire du même nom, je me fais constamment juger sur mon goût, mon aspect, ma propreté et ma commodité. La prochaine question. Est-ce que vous recommanderiez cette bande dessinée à votre mère? Non, ce n'est pas une grande voyageuse dans des dictatures communistes. Fait que non. Moi, j'y vais pour oui. Ça serait une recommandation. C'est un ouvrage intéressant. On y apprend des choses, puis je pense que c'est un beau voyage. Ben, moi, bizarrement, pas bizarrement, mais j'en ai parlé en fin de semaine avec ma mère de la bande dessinée et parce que je lui ai dit qu'il y avait ce segment dans cette question qu'on se posait et elle m'a dit, ben, je lis le texte puis après ça, je regarderai les images. Donc, un après l'autre. Ça fait deux lectures. Mais c'est sa manière de lire de la bande dessinée. Donc, dans ce cas-là, sachant ça, oui, parce que ça reste une bonne histoire. Le personnage principal est attachant. Oui, je recommanderais certainement mon livre à ma mère, non seulement parce que c'est très drôle et très bien écrit, mais aussi parce que les fruits, c'est important. Et en terminant, l'accord BD breuvage, qu'est-ce que vous nous proposez? Oui, ben à la fin de son périple à Pyongyang, Guy Delisle s'était fait dire d'apporter du cognac NSI VSOP pour donner au directeur de l'animation qu'il a jamais rencontré. Fait que finalement, il laisse la bouteille à son traducteur et son guide parce que semble-t-il que la Corée du Nord était le meilleur client de la compagnie de cognac NSI dans les années 90 durant la pire famine au pays ayant fait 2 millions de morts. Les personnages dans Tchernobyl s'inquiètent de tout ce qu'ils mangent et s'il y a de la contamination, sauf la vodka. Donc, j'imagine que c'est un choix qui est très approprié avec un printemps à Tchernobyl. Moi, je ferais une espèce de sangria revisité, donc à base de vin rouge, parce que les étrangers, disons, à Kaboul, se retrouvent toujours au restaurant français La Joie de Vivre, et au lieu de mettre du jus d'orange, je mettrais un cocktail Molotov dedans, parce que c'est un pays en guerre. Je vais continuer à mon habitude de faire la pastille de goût. Pour le bestiaire des fruits, la pastille de goût est fruitée et très très fruitée. Et je recommande de lire cet ouvrage en buvant un smoothie de fruits avec des noms imprononçables. Alors, merci pour ces accords BD breuvage. Maintenant, on est très très bien outillés pour repartir à la maison, les lire, mais on a un dernier coup à donner pour vendre au grand goniomètre notre bande dessinée. Alex, c'est toi qui ouvre le combat. Oui, Pyongyang nous ouvre la porte à l'intérieur d'une dictature communiste renfermée sur elle-même qui, dans les dernières semaines / mois, tendance à vouloir peut-être s'ouvrir sur le monde, peut-être, je dis bien peut-être, avec des gros guillemets, peut-être, des grosses pancartes, peut-être. Et l'aventure de Guy Delisle là-bas, entouré de son traducteur, de son guide, où on voit des passages comiques ou même un peu tragicomiques par rapport à ce qui se passe là-bas. On a fait quelques parallèles avec cette BD-là, avec sa précédente, qui ressemblait à ça dans un pays d'Asie qui s'appelait Shenzhen du même nom, que je recommande également. Et c'est même déjà fait dire qu'il pourrait peut-être jamais publier ce livre-là parce qu'il y avait des éléments dans son contrat qui lui empêchaient de parler du pays en tant que tel, ce qui s'est avéré faux finalement. Et il a même réussi à vendre les droits de ce livre-là à Gore Verbinski qui était censé faire un film, mais après qu'il ait sorti The Interview où un dictateur nord-coréen meurt dans une explosion d'avion. Il y a des Nord-Coréens qui avaient pas de fun, fait que cette BD-là est tombée sur la glace, alors faute de pouvoir le voir sur l'écran, je vous recommande fortement de le lire sur papier. Un printemps à Tchernobyl, c'est un voyage de 160 pages extraordinaire avec un visuel à couper le souffle dans un monde qui nous est inaccessible. En plus d'être bon, c'est beau, fait que même les gens qui savent pas lire peuvent l'apprécier. Donc, je vous le souhaite et je vous le recommande. Moi, je dis ça doit être Kaboul Disco parce que c'est en 2 tomes, donc c'est le fun. On a 2 histoires. Et pour l'humour et le regard que porte Nicolas Wilde sur cette vie qui est complètement dépaysante de celle de Paris, évidemment, on a aussi un regard sur un pays d'où on voit rarement de l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi je pense que le goniomètre devrait retenir Kaboul Disco. Le goniomètre devrait retenir le bestiaire des fruits. Mais avant, je tiens à vous féliciter sur vos choix de livres parce que c'est très important de savoir plus sur les autres pays que le nôtre. Ce qui est encore plus important, c'est son alimentation. Il est très dangereux de vivre sans cette bonne source de vitamines que sont les fruits. Mais c'est un livre qui va vraiment vous donner le goût de manger
de quoi de différent. Et c'est juste horriblement drôle. C'est niaiseux, mais d'un niaiseux qui peut juste être pondu par un esprit absolument brillant. C'est mon livre préféré, ou presque, et je vous dis de le lire. Alors, le goniomètre a maintenant fait son choix et les 2 bandes dessinées qui restent sont Le bestiaire des fruits de Sviane et Un printemps à Tchernobyl de Emmanuel Lepage. Alors, vous pourrez voter sur notre page Facebook, facebook.com/RGCKRL. Vous pouvez également continuer de donner des suggestions de bandes dessinées documentables et des reportages, celles qui sont vos préférées. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été là. Guillaume Plante. Grenadier italien. Alex Drouin. Ça me fait plaisir. Olivier Morissette. Plaisir partagé. Et moi-même, Tania Beaumont, qui était à l'animation en remplacement de François Anger. Vous pouvez nous écouter en balado sur iTunes, Google Play, directement sur le site erg2.com. La semaine prochaine, on a un invité spécial. Donc, on vous propose quelque chose. Surveillez la page Facebook, on vous donnera plus de détails. Et surtout, restez à l'écoute de CKRL. C'est une légende, surtout à l'émission. Restez à l'écoute puisque Rock et Gaz s'en vient dans les prochaines minutes.